Londres, 1815. La fraîche matinée d'automne au manoir de Blackwood vola en éclats dans le chaos lorsque deux constables corpulents firent irruption par les portes de la cuisine, leurs lourdes bottes souillant de boue le sol fraîchement lavé. La cuisinière laissa tomber son rouleau à pâtisserie dans un grand bruit tandis qu'il saisissait le jeune Thomas Harper par les bras, soulevant presque de terre le mince marmiton. Son visage se vida de toutes couleurs lorsqu'ils annoncèrent leur intention, leur voix résonnant à travers la cuisine soudainement silencieuse. Le collier de diamants et de saphirs de sa grâce, la duchesse de Blackwood, avait disparu de son coffret à bijoux et les preuves désignaient Thomas comme le voleur. Le personnel de la maison se rassembla en groupes horrifiés, les servantes couvrant leurs bouches de mains tremblantes, les laquais échangeant des regards inquiets, tandis que Thomas luttait contre la poigne de fer de la loi. « Je n'ai rien volé, je le jure », s'écria-t-il, sa voix se brisant de désespoir, son attitude habituellement calme se fracturant sous le poids de l'accusation. L'agitation attira l'attention des étages supérieurs, et les grandes portes en chêne menant au hall principal s'ouvrirent pour révéler la duchesse elle-même, Eleanor Blackwood, se tenant en haut du grand escalier. Elle semblait comme sculptée dans le marbre, sa silhouette élancée drapée dans une soie bleue du matin, son visage cendré et ses yeux aux contours étrangement rougis. Les domestiques inclinèrent immédiatement la tête en signe de déférence, mais Thomas leva les yeux directement vers elle. Ses yeux verts se verrouillant dans les siens, dans un regard qui semblait contenir des volumes de mots non dits. « Je suis innocent, votre grâce », plaida-t-il, alors même que les constables commençaient à le traîner vers la porte. Pendant un instant, quelque chose vacilla sur le beau visage de la duchesse, un spasme de ce qui aurait pu être de l'angoisse avant qu'elle ne se détourne, incapable de supporter la vue. Une seule larme glissa sur sa joue pâle, alors que Thomas était tiré brutalement par la porte, sa dernière protestation désespérée résonnant dans le hall d'entrée caverneux. Le duc apparut à côté de sa femme, une grande et imposante silhouette aux cheveux sombres, parsemés de mèches argentées et aux yeux froids qui ne révélaient rien alors qu'il observait la scène en bas avec un intérêt détaché. Sa main vint se poser possessivement sur le creux des reins de la duchesse, un geste qui la fit se raidir de manière presque imperceptible. « Emmenez le voleur attendre une justice appropriée » ordonna-t-il, sa voix profonde résonnant d'autorité. « Qu'il soit su que les crimes contre la maison de Blackwood ne resteront pas impunis. » Alors que Thomas s'était emmené, la duchesse agrippa soudainement la rampe, ses jointures blanchissant contre le bois poli. La gouvernante se précipita, craignant que sa grâce ne s'évanouisse, mais Eleanor la repoussa d'un geste, se ressaisissant avec un effort visible. Le duc reconduisit sa femme vers leurs appartements privés, son expression satisfaite, tandis que les domestiques en bas échangeaient des regards chargés de confusion et de suspicion. Car dans ce bref instant chargé d'émotion où la duchesse et le marmiton avaient échangé un regard, plus d'un avait remarqué quelque chose qui passait entre eux, quelque chose qui ne parlait pas de vol et de trahison, mais d'un secret bien plus dangereux dans le monde rigide de l'aristocratie de 1815. Et c'est le moment idéal pour vous abonner à notre chaîne. Chaque abonné nous rapproche du millier, ce qui nous aide à garder ces histoires vivantes et à continuer de vous les partager. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de laisser un commentaire en nous disant d'où vous regardez. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces récits voyagent à travers le monde. Continuons maintenant. Un mois avant la funeste arrestation, la duchesse Eleanor Blackwood était assise seule dans ses opulents appartements, observant la lumière de fin d'après-midi filtrée à travers de lourds rideaux de velours qui semblaient emprisonner l'air lui-même. Elle fixait son reflet dans le miroir doré de sa coiffeuse, reconnaissant à peine la femme élégante et posée qui la regardait. 5 années de mariage avec le duc de Blackwood, de 30 ans son aîné, avaient progressivement éteint la lumière dans ses yeux,
remplacé par un masque de sérénité aristocratique soigneusement entretenu, qui ne révélait rien du vide intérieur. Ses doigts traçaient distraitement le collier de diamants et de saphirs qui ornait sa gorge. Un cadeau de mariage du duc qui ressemblait plus à un collier d'asservissement qu'à une parure, son poids froid lui rappelant constamment sa position. Les pierres captaient la lumière déclinante du soleil, projetant des prismes sur le papier peint en soie, beau et sans vie, comme son existence était devenue. Derrière elle, Martha, sa femme de chambre, se déplaçait silencieusement dans la pièce, choisissant la robe appropriée pour une autre soirée fastidieuse, où Eleanor s'assiérait en parfait silence au bout de la table à manger, pendant que son mari et ses alliés politiques discutaient de projets de loi de réforme et de politique étrangère, comme si elle n'était rien de plus qu'un élément décoratif. Le duc lui avait clairement fait comprendre dès le début qu'il l'avait épousée pour les relations de sa famille et sa beauté juvénile, non pour son esprit ou sa compagnie. Il ne recherchait ni ne valorisait ses opinions. Considérant que son but principal était de fournir un héritier à son titre ancien, un devoir auquel elle avait jusqu'à présent échoué. Martha attacha le dernier des boutons de perles qui couraient le long du dos de la robe de soirée d'Eleanor, une création de soie émeraude qui complétait ses cheveux auburn mais semblait drainer le peu de couleur qui restait sur ses joues. « Parfois, je me demande si quelqu'un me voit vraiment, » confessa doucement Eleanor, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les reprendre. Martha s'arrêta, ses mains planant au-dessus de l'arrangement élaboré de boucles qu'elle venait de finir d'épingler. Son regard croisa celui de la duchesse dans le miroir, momentanément surprise par ce rare aperçu derrière la façade soignée de sa maîtresse. Eleanor regretta immédiatement ce moment de vulnérabilité, forçant ses lèvres à adopter le sourire exercé qui était devenu son armure contre la solitude qui menaçait de la consumer. La cloche du dîner résonna dans les vastes couloirs du manoir de Blackwood, la convoquant à une autre soirée d'étouffement élégant. Elle se leva de sa coiffeuse, lissant des plis invisibles sur sa robe, et se prépara pour la représentation à venir. Chaque pas sur le grand escalier lui donnait l'impression de s'enfoncer plus profondément dans une belle prison, ses bijoux captant la lumière d'une centaine de bougies, éblouissant et détournant l'attention du désespoir silencieux qui habitait son cœur. Le duc attendait en bas des escaliers, sa haute silhouette toujours imposante malgré ses années avancées, ses yeux évaluant son apparence avec l'intérêt détaché d'un homme examinant un bien précieux. Il lui offrit son bras avec une courtoisie étudiée, la conduisant vers la salle à manger où ses invités attendaient. Eleanor glissa sa main au creux de son coude, son contact léger, son sourire parfait, son âme criant pour quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait ressembler à une véritable connexion humaine dans cette cage dorée qu'elle appelait son foyer. La chaleur étouffante des vastes cuisines du manoir de Blackwood ne semblait pas atteindre Thomas Harper alors qu'il se déplaçait avec une efficacité silencieuse entre les tâches, sa silhouette élancée se penchant pour attiser le feu, ses mains rapides hachant les légumes avec une précision qui démentait ses 3 petites semaines de service. Madame Winters, la redoutable chef cuisinière qui régnait sur ce domaine depuis près de 2 décennies, observait le nouveau venu dans son équipe avec une approbation croissante, notant comment il anticipait les besoins avant qu'ils ne soient exprimés et accomplissait chaque tâche sans plainte ni erreur. Contrairement aux autres marmitons qui étaient venus et repartis, celui-ci possédait un certain raffinement qui piquait sa curiosité, car malgré ses vêtements usés et les callosités sur ses mains, Thomas Harper se tenait avec une dignité inhabituelle. Pendant les brefs moments de répit entre le service du petit déjeuner et les préparatifs du déjeuner, alors que les autres domestiques bavardaient ou somnolaient sur des sacs de farine, Thomas se retirait dans un coin tranquille près de la fenêtre du garde-manger, où la lumière filtrait à travers des vitres poussiéreuses. De sa poche, il sortait un petit volume de poésie bien usé,
ses yeux parcourant les pages avec une absorption évidente, ses lèvres formant occasionnellement les mots en silence comme pour en goûter les syllabes. La première fois que Madame Winters l'avait découverte ainsi occupée, elle l'avait presque réprimandé pour son oisiveté jusqu'à ce qu'elle réalise ce qu'il faisait, son étonnement la rendant momentanément sans voix à la vue d'un marmiton lisant Wordsworth avec une compréhension apparente. Cette particularité n'était pas passée inaperçue auprès des autres domestiques, dont les murmures sur le nouveau garçon devenaient de plus en plus élaborés chaque jour. Certains prétendaient qu'il était le fils déshonoré d'un marchand, d'autres suggéraient qu'il pouvait être un gentleman tombé en disgrâce, tandis que les soubrettes les plus romantiques spéculaient qu'il pourrait être un noble déguisé, travaillant en dessous de sa condition pour des raisons d'intrigue ou de cœur brisé. Thomas ne confirmait ni ne démentait ces rumeurs, répondant aux questions directes avec une politesse vague qui décourageait en quelque sorte toute enquête plus approfondie sans paraître impolie. M. Phillips, le majordome, avait initialement considéré Thomas avec méfiance, une éducation inhabituelle chez les domestiques, menant souvent au mécontentement et à des idées au-dessus de leurs conditions, mais même lui avait reconnu à contre-cœur le travail exemplaire et le comportement respectueux du garçon. Le garçon a les mains d'un travailleur, mais l'esprit d'un érudit, fit remarquer Madame Winters à Madame Chambers, la gouvernante, alors qu'elles observaient Thomas expliquer à une soubrette pourquoi certaines épices complétaient certaines viandes, son explication révélant une connaissance de la chimie qui allait bien au-delà du savoir culinaire. Interrogé sur son passé, Thomas expliquait simplement que son père avait été employé comme secrétaire d'un vicaire de campagne qui croyait que l'éducation ne devait pas être limitée par la condition sociale, permettant ainsi à Thomas d'accéder à des livres et à un apprentissage normalement refusé à ceux de sa classe. La vérité, qu'il gardait soigneusement secrète, était considérablement plus complexe, impliquant un père qui avait tout sacrifié pour éduquer son fils dans l'espoir d'un avenir meilleur, pour finalement mourir de phtisie avant de voir ses rêves se réaliser, laissant Thomas avec des connaissances peu adaptées à ces nouvelles circonstances économiques et des responsabilités envers une mère et une sœur qui dépendaient désormais de son salaire. Alors que Thomas s'essuyait les mains sur son tablier et retournait à la préparation des légumes pour le déjeuner de la famille Blackwood, il ignorait que sa présence dans cette grande maison catalyserait bientôt des événements qui changeraient à jamais non seulement son propre destin, mais aussi celui de la duchesse mélancolique, qui se déplaçait dans les pièces dorées au-dessus, aussi piégé dans son monde de privilèges qu'il l'était dans celui du service. L'aube peignait le manoir de Blackwood de doux coups de pinceau roses et dorés. Les jardins encore enveloppés dans la brume matinale, tandis qu'Eleanor se glissait par la petite porte latérale normalement utilisée uniquement par les jardiniers. Ces moments volés avant que la maisonnée ne s'éveille étaient son seul répit face à l'étouffante bienséance qui gouvernait son existence, le seul moment où elle pouvait respirer librement sans le poids du titre de duchesse pesant sur ses épaules. Elle ne portait qu'une simple robe de promenade et un châle léger, ses cheveux auburn tressés lâchement plutôt que coiffés de manière élaborée, la faisant paraître plus jeune et moins formelle que la silhouette posée qui présidait les dîners officiels. L'herbe humide de rosée trempait l'ourlet de sa robe alors qu'elle suivait le sentier sinueux vers son sanctuaire préféré. Un banc isolé sous un chêne ancien, caché à la vue des fenêtres du manoir. En contournant la haie qui dissimulait cette retraite privée, Eleanor s'arrêta brusquement, découvrant que son lieu secret était déjà occupé. Un jeune homme était assis sous les branches étendues, le dos contre le tronc, un petit carnet posé sur son genou, tandis que son crayon se déplaçait rapidement sur la page, son profil attentif et absorbé par sa tâche. Eleanor le reconnut instantanément comme l'un des nouveaux domestiques de cuisine, bien qu'elle ne l'eût aperçu que brièvement lors de ses rares visites dans les régions domestiques de la maison. En entendant son approche, Thomas leva les yeux,
son expression passant en un instant de la concentration paisible à une gêne horrifiée. Il se leva précipitamment, manquant de faire tomber son carnet, son visage devenant cramoisi en reconnaissant la duchesse se tenant devant lui dans la lumière du petit matin. « Votre grâce, je vous demande pardon, » balbutia-t-il en s'inclinant profondément, sa voix cultivée malgré sa détresse évidente. « Je sais que les domestiques ne sont pas autorisés dans les jardins officiels. Je vais retourner à mes tâches immédiatement. » Eleanor aurait dû être offensée par cette intrusion, aurait dû hocher froidement la tête et le regarder retourner à sa place en bas, mais quelque chose dans sa manière, le carnet maintenant fermé à la hâte dans sa main, suscita une curiosité qui l'emporta sur la convention. « Qu'écriviez-vous » demanda-t-elle doucement, se surprenant elle-même autant que le jeune homme devant elle. Thomas hésita, clairement partagé entre la vérité et une réponse plus prudente. « De la poésie, votre grâce, » admit-il finalement, ses yeux s'abaissant respectueusement, mais pas avant qu'elle n'ait attrapé une lueur d'intelligence et de passion qui la frappa avec une force inattendue. Eleanor s'approcha, son intérêt véritablement piqué pour la première fois depuis des mois. « Puis-je voir » demanda-t-elle en tendant la main, observant l'incertitude lutter contre l'impossibilité de refuser une duchesse. À contre-cœur, Thomas lui tendit le carnet, et Eleanor feuilleta les pages remplies d'une écriture gracieuse et de vers qui révélaient une éducation et une sensibilité inhabituelles chez un domestique de cuisine. « Vous avez du talent, » observa-t-elle en lui rendant le livre avec une appréciation sincère. « Je trouve moi-même un grand réconfort dans la poésie, en particulier Wordsworth et Byron. » Thomas leva les yeux, une surprise momentanée l'emportant sur sa déférence prudente, alors qu'il répondait avec une ferveur inattendue. « Les mots sont la seule liberté que certains d'entre nous possèdent, votre grâce, » dit-il, avant de réaliser son audace et d'ajouter précipitamment « Pardonnez mon impertinence. » Mais Eleanor n'était pas offensée, se trouvant au contraire étrangement émue par la simple vérité de sa déclaration. Dans ce moment suspendu, alors que la brume s'enroulait autour du chêne ancien et que le chant des oiseaux annonçait le nouveau jour, quelque chose d'indéfinissable passa entre la duchesse et le marmiton, une reconnaissance d'âmes sœurs piégées dans des cages radicalement différentes, une connexion qui transcendait les frontières immuables de classe et de position qui gouvernaient leur monde. Dans les semaines qui suivirent leur rencontre à l'aube sous le chêne, Eleanor se sentit attirée par les jardins avec une fréquence croissante, ses pas cherchant inconsciemment les coins tranquilles où elle pourrait à nouveau croiser le chemin du domestique qui écrivait de la poésie. Ce qui avait commencé comme des rencontres apparemment fortuites évolua bientôt en quelque chose de délibéré mais de tacite, une chorégraphie secrète qui les réunissait dans les espaces cachés du manoir de Blackwood. Le schéma s'établit avec une subtile inévitabilité, Eleanor s'attardant dans la vieille serre pour examiner des orchidées exotiques juste au moment où Thomas arrivait pour livrer des herbes fraîches au jardinier. Ou Thomas époussetant des volumes dans la vaste bibliothèque précisément lorsque la duchesse choisissait de sélectionner un nouveau livre pour sa lecture de l'après-midi. Chaque fois, les salutations appropriées étaient échangées pour le bénéfice de quiconque pourrait les observer. Mais lorsqu'ils étaient certains d'être seuls, leur conversation coulait avec une aisance croissante, transcendant les frontières que la société avait placées entre eux. Lors d'une de ces rencontres dans la véranda abandonnée de l'aile est, où la lumière du soleil filtrait à travers des vitres poussiéreuses et où des plantes longtemps négligées créaient un bosquet sauvage et isolé, Thomas partagea prudemment l'histoire de son passé, révélant comment son père avait servi de secrétaire et d'assistant à un érudit excentrique aux idées progressistes sur l'éducation. « J'étais apprenti chez le professeur Winters à Cambridge, me préparant à entrer moi-même à l'université, » expliqua Thomas, alors qu'ils étaient assis au milieu de la verdure oubliée.
Eleanor perchait sur un banc de pierre tandis qu'il restait debout comme l'exigeait la bienséance, bien que la distance entre eux diminuât à chaque rencontre. Mais mon père a contracté la phtisie, et avec sa mort, tout soutien financier a disparu. Ma mère et ma sœur dépendent maintenant de mon salaire, alors me voici, à hacher des oignons au lieu de traduire du grec. Eleanor écoutait, captivée non seulement par son histoire, mais par la dignité avec laquelle il racontait son revers de fortune, sans amertume ni apitoiement. Elle se surprit à partager des confidences en retour, parlant de ses propres rêves d'enfant de devenir écrivain, des ambitions doucement mais fermement éteintes par des parents qui ne la voyaient que comme une candidate au mariage, sa valeur mesurée uniquement en termes de l'alliance avantageuse qu'elle pourrait conclure. À mesure que le printemps avançait, réchauffant l'air et faisant éclore les fleurs sur chaque branche, ils échangèrent des livres et des poèmes, Thomas laissant discrètement des volumes marqués de fleurs pressés à leur lieu de rencontre, Eleanor répondant par des notes cachées entre les pages, leurs discussions littéraires s'entremêlant de plus en plus avec des révélations personnelles. La connexion intellectuelle qui les avait initialement rapprochés s'approfondit en quelque chose de plus profond, une reconnaissance d'âmes sœurs piégées dans des vies que ni l'un ni l'autre n'avaient choisies librement. Au cours d'un après-midi particulièrement doré dans la prairie de fleurs sauvages, au-delà des jardins officiels, alors que les abeilles bourdonnaient parmi la lavande et les digitales, Eleanor regardait Thomas parler avec passion d'un poème qu'il avait découvert, son visage animé d'une intelligence et d'une sensibilité que nulle corvée de cuisine ne pouvait diminuer. Dans ces moments avec vous, j'oublie que je suis une duchesse et que vous êtes un domestique, confessa-t-elle soudainement, sa voix douce mais claire dans l'air chaud. Je suis simplement Eleanor, une femme qui aime la poésie et la conversation, qui aspire à la compréhension. Thomas se tut, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui fit battre son cœur plus vite. L'air entre eux chargé de sentiments tacites qui devenaient plus dangereux à chaque rencontre clandestine. Aucun des deux ne reconnaissait le précipice vers lequel ils se dirigeaient inexorablement, le gouffre impossible entre leurs mondes qu'aucune quantité de littérature partagée ne pourrait combler. Pourtant, aucun ne pouvait se résoudre à mettre fin à ces précieux intermèdes qui étaient devenus essentiels à leur existence, comme l'eau pour une terre desséchée ou la lumière du soleil pour des fleurs dormant en hiver. La soirée de fin de printemps avait amené des invités de marque au manoir de Blackwood. La table de la salle à manger était étendue à sa pleine longueur impressionnante et chargée d'argenterie et de cristal qui scintillaient à la lueur des bougies. Le duc était assis au bout de la table, menant la conversation comme toujours, tandis qu'Eleanor présidait à l'autre extrémité, sa posture parfaite, sa robe de dîner émeraude complétant les diamants à sa gorge. La conversation s'était tournée vers la littérature, en particulier les œuvres controversées de Lord Byron, dont les scandales personnels étaient aussi discutés que sa poésie dans la société londonienne. Eleanor, qui s'était contentée en silence de son rôle d'hôtesse, ressentit une lueur d'intérêt véritable pour la première fois de la soirée. J'ai trouvé son Childe Harold assez émouvant dans sa description de la solitude et de l'aliénation, offrit-elle lors d'une brève accalmie, sa voix douce mais claire, les mots inspirés par de récentes discussions avec Thomas qui lui avaient fait découvrir des passages qu'elle n'avait jamais rencontrés dans ses lectures protégées. La table se tut, non pas pour considérer son point de vue, mais par surprise devant sa contribution inattendue. Le duc, qui exposait les faiblesses morales de Byron plutôt que ses mérites littéraires, tourna son regard froid vers sa femme, son verre de vin suspendu à mi-chemin de ses lèvres. « Ma chère », commença-t-il, son ton dégoulinant de condescendance, « les dames saisissent rarement les implications politiques de l'œuvre de Byron, confondant l'indulgence émotionnelle avec une pensée profonde. Peut-être pourriez-vous nous faire part de vos opinions sur la couture ou les arrangements floraux, des sujets mieux adaptés à la compréhension féminine. » Des rires fusèrent autour de la table.
les messieurs levant leurs verres en appréciation de l'esprit du duc, tandis que les dames échangeaient des regards entendus, leur propre intelligence ayant été pareillement rejetée en d'innombrables occasions. Eleanor sentit la chaleur monter à ses joues, l'humiliation la brûlant d'autant plus vivement qu'elle avait momentanément oublié son rôle prescrit dans cette performance soigneusement orchestrée de la vie aristocratique. Elle baissa les yeux vers son assiette, son appétit disparaissant, alors qu'elle maintenait le sourire agréable attendu d'elle pendant 3 autres plats atroces. Plus tard, lorsque les invités furent partis et qu'ils se retirèrent dans leurs appartements privés, le duc suivit Éléonore dans sa chambre, renvoyant sa femme de chambre d'un geste sec. Sa haute silhouette se profilait dans l'embrasure de la porte, l'observant tandis qu'elle ôtait ses bijoux avec des doigts tremblants. Cette démonstration au dîner était des plus inconvenantes, déclara-t-il sans préambule, sa voix dure de mécontentement. Je n'ai pas épousé une bas-bleue, et je ne souhaite pas être contredit dans ma propre maison. Éléonore se tourna pour lui faire face, rassemblant la dignité qu'elle pouvait. J'ai simplement offert une opinion sur la littérature discutée, répondit-elle tranquillement, sachant même en parlant que toute défense ne ferait que provoquer davantage sa colère. Le duc traversa la pièce en 3 enjambées rapides, son visage inconfortablement proche du sien, l'odeur de brandy lourde sur son souffle. « Vous n'avez pas été amenée dans cette famille pour votre esprit, duchesse, mais pour votre lignée et votre ventre, dit-il avec dédain. Essayez de vous souvenir de votre but. Après 5 ans de mariage, je commence à me demander si j'ai fait un bon investissement. Ma sœur m'assure que l'échec à produire un héritier doit venir de vous, car la lignée des Blackwood n'a jamais manqué de fertilité. » Ces mots frappèrent comme des coups physiques, chacun calculé pour blesser là où elle était la plus vulnérable. Quand il partit enfin, la laissant seule dans la chambre opulente qui ressemblait plus à une prison qu'à un sanctuaire, Éléonore laissa la façade soigneusement entretenue s'effondrer. Elle s'affaissa sur le sol à côté de son lit, les larmes coulant sans retenue sur son visage, alors qu'elle cherchait sous son matelas le petit volume de poésie que Thomas lui avait donné, ses propres vers manuscrits entremêlés d'œuvres publiées qu'il pensait pouvoir lui apporter du réconfort. Serrant le livre contre sa poitrine, Éléonore pleura la jeune fille qu'elle avait été, pleine de rêves et d'espoir. Maintenant piégée dans un mariage où elle n'était valorisée que comme un vaisseau reproducteur pour le prochain héritier Blackwood, son esprit et son cœur considérés comme sans importance pour son rôle. Dans ce moment de désolation, la connexion qu'elle avait formée avec Thomas, aussi ténue et interdite soit-elle, devint sa seule bouée de sauvetage vers une véritable compréhension humaine, dans un monde déterminé à la réduire à sa fonction la plus élémentaire. La bibliothèque du manoir de Blackwood s'élevait sur 3 étages, ses étagères s'étirant vers des plafonds en plâtre, ornés où des muses peintes contemplaient la sagesse accumulée des siècles. Éléonore s'y était réfugiée après un autre dîner silencieux et tendu avec le duc, cherchant du réconfort dans la compagnie des livres lorsque le réconfort humain lui était refusé. La vaste salle était normalement déserte le soir, la famille se souciant rarement de littérature après la tombée de la nuit, ce qui en faisait le sanctuaire parfait pour une duchesse qui souhaitait échapper à l'attention étouffante des domestiques et à l'indifférence froide de son mari. Elle ne s'attendait pas à trouver quelqu'un parmi les rayons sombres et s'arrêta donc un instant, surprise, en découvrant Thomas debout sur l'échelle de la bibliothèque, remettant soigneusement un volume de Shakespeare à sa juste place sur l'étagère la plus haute. Il se tourna au son de son entrée, son expression passant de l'alarme initiale à une chaleur qui fit battre son cœur plus vite dans sa poitrine. « Votre grâce, reconnut-il en descendant l'échelle avec une hâte gracieuse. Je finissais juste mes tâches, Isaac. » Éléonore s'avança plus loin dans la pièce, attirée par une force qu'elle ne comprenait pas entièrement ni ne souhaitait résister. « Il n'est pas nécessaire de partir à cause de moi, » dit-elle doucement, remarquant comment la lumière de la lampe dorait ses traits,
projetant des ombres qui soulignaient la ligne nette de sa mâchoire et l'intelligence dans ses yeux. Je trouve la bibliothèque plutôt trop vide la plupart des soirs. Ils se tenaient au milieu des étagères imposantes, l'air entre eux chargé d'une conscience tacite, la distance appropriée dictée par leur position diminuant en quelque sorte à chaque souffle partagé. Leur conversation commença prudemment, discutant du volume qu'il avait replacé, mais s'écoula bientôt vers des eaux plus profondes, alors qu'ils parlaient de rêves différés et de chemins non empruntés. Thomas décrivit la carrière universitaire qu'il avait autrefois imaginée pour lui-même, la vie d'érudit que les circonstances lui avaient arrachée, tandis qu'Eleanor confessait son ambition d'enfant de voyager en Italie et en Grèce, de voir les mondes anciens qu'elle n'avait rencontrés que par les livres. Les heures passèrent inaperçues alors qu'ils se déplaçaient parmi les étagères, Eleanor sélectionnant des volumes pour lui montrer des passages qui l'avaient ému, Thomas répondant avec des aperçus qui révélaient sa remarquable auto-éducation. Ils se retrouvèrent devant la grande fenêtre de la bibliothèque, le clair de lune filtrant à travers les vitraux pour les illuminer de sa lueur argentée, se tenant maintenant assez près pour que l'ourlet de sa robe de soirée frôle ses bottes. Alors qu'Eleanor tendait la main pour un livre qu'il tenait, leurs doigts se rencontrèrent brièvement, le contact envoyant une secousse de conscience à travers eux deux. Ni l'un ni l'autre ne s'écarta immédiatement. Le contact interdit persistant un battement de cœur de trop avant que la bienséance ne se réaffirme, et qu'il ne recule, les frontières invisibles de la classe momentanément franchies, mais maintenant restaurées. Thomas la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle, sa voix tombant à un murmure qui semblait remplir l'espace entre eux. Parfois, je rêve d'une vie différente, où des hommes comme moi pourraient parler librement à des femmes comme vous, confessa-t-il, les mots suspendus dans l'air immobile de la bibliothèque comme une promesse dangereuse, où la valeur pourrait être mesurée par le caractère plutôt que par la naissance ou le titre. Eleanor sentit les larmes la menacer à la vérité de ses paroles, à l'impossibilité qu'ils reconnaissaient tous deux. Le monde n'est pas arrangé pour le bonheur des individus? Thomas, répondit-elle doucement. Mais moi aussi, je me surprends à rêver de possibilités différentes. Le grand-père horloge dans le coin sonna à minuit, rompant le sortilège qui les avait enveloppés. Eleanor se dirigea à contre-cœur vers la porte, consciente que son absence serait bientôt remarquée, tandis que Thomas restait près de la fenêtre, sa silhouette se découpant sur le clair de lune. En partant, elle sentit le poids de tout ce qui n'avait pas été dit entre eux, les sentiments croissants que les circonstances rendaient interdits, mais de plus en plus indéniables. Des émotions aussi dangereuses que le feu dans une maison construite avec le bois le plus sec. Juin apporta le 29e anniversaire d'Eleanor, une occasion que le duc avait saisie pour organiser le bal le plus somptueux de la saison, les invitations gravées à la feuille d'or et livrées aux plus grandes familles de 3 comtés. La grande salle de bal du manoir de Blackwood, ouverte uniquement pour les événements les plus importants, brillait de la lumière d'1 millier de bougies, se reflétant dans des miroirs dorés et des sols en marbre poli, tandis que des musiciens jouaient depuis la galerie supérieure et des laquais en livrée immaculée circulaient avec des plateaux de champagne. Eleanor se tenait aux côtés de son mari dans une robe de soie bleu nuit, ses cheveux arrangés avec des épingles en diamant qui captaient la lumière lorsqu'elle se déplaçait, son sourire exercé fermement en place, bien qu'il n'atteignît jamais ses yeux. Le duc la paradait devant leurs invités, avec la même fierté qu'il aurait affichée pour une peinture particulièrement précieuse ou un pur sang de prix, sa main possessive sur le creux de son dos, alors qu'il acceptait les compliments sur son apparence avec l'air satisfait d'un propriétaire plutôt que d'un mari. Parmi les laquais servant les rafraîchissements, Eleanor repéra Thomas, réquisitionné en raison de l'ampleur de l'événement, sa silhouette familière presque méconnaissable dans la livrée formelle des Blackwood qui rendait tous les domestiques pratiquement identiques dans leur perfection rigide. Pourtant,
elle l'aurait reconnu n'importe où. Son regard attiré par lui à plusieurs reprises tout au long de la soirée, alors qu'elle accomplissait ses devoirs d'hôtesse, échangeant des amabilités avec des invités dont les noms et les visages se confondaient, tandis que sa conscience restait fixée sur le domestique, se déplaçant tranquillement à travers la foule. Leurs yeux se croisèrent brièvement, alors qu'il offrait du champagne à un groupe de douairières près de l'orchestre. Un moment de connexion authentique au milieu de l'artifice qui fit battre son cœur sous les contraintes serrées de son corset, un secret partagé à la vue de 200 témoins inconscients. Alors que minuit approchait, le duc demanda le silence, sa voix autoritaire interrompant immédiatement les conversations, tandis qu'il guidait Eleanor au centre de la salle de bal. « Mes seigneurs, mesdames et messieurs, » annonça-t-il, ses paroles légèrement empâtées par une soirée de libérale indulgence dans les meilleurs vins des caves de Blackwood, je souhaite présenter à ma femme un témoignage de mon estime en cet anniversaire de sa naissance. Un laquais apparut portant une boîte en velours que le duc ouvrit avec une théâtralité étudiée, révélant un magnifique collier de diamants et de saphirs arrangé dans un motif complexe qui suscita immédiatement des halètements d'appréciation de la part des invités assemblés. Les pierres captaient la lumière des bougies et la fracturent en 1000 points brillants, la pièce valant clairement une petite fortune même pour l'observateur le plus occasionnel. D'un geste qui semblait plus possessif que tendre, le duc passa derrière Eleanor et attacha le lourd collier autour de sa gorge, ses doigts s'attardant sur sa nuque d'une manière qui lui fit réprimer un frisson. « Une parure digne de mon bien le plus précieux » déclara-t-il assez fort pour que tous l'entendent, levant son verre dans un toast qui incita les invités à faire de même, tandis qu'Eleanor restait immobile, le poids des bijoux pressant contre sa clavicule comme une manifestation physique de sa captivité. Elle sourit et hocha la tête gracieusement, jouant son rôle à la perfection tout en sentant les pierres froides contre sa peau comme une marque de propriété plutôt qu'un cadeau d'affection. À travers la salle de bal bondée, elle croisa à nouveau le regard de Thomas, voyant dans ses yeux la compréhension de ses vrais sentiments en ce moment d'étalage public, un témoin silencieux de son humiliation dorée. Alors que l'orchestre reprenait et que le duc l'entraînait dans la première danse, Eleanor se déplaça avec une grâce exercée, le collier captant la lumière à chaque tour, la marquant comme la duchesse de Blackwood, un titre qui définissait son existence et limitait sa liberté plus efficacement que n'importe quel mur de prison n'aurait jamais pu le faire. La célébration était terminée depuis longtemps, les invités partis pour leur maison de ville à Londres ou leur domaine de campagne voisin, mais Eleanor trouvait le sommeil impossible, son esprit s'emballant et sa peau encore irritée par le souvenir de l'étalage possessif du duc. Le magnifique collier reposait maintenant dans son écrin de velours, retiré de sa gorge dès qu'elle avait pu s'échapper dans ses appartements. Pourtant, elle sentait encore son poids fantôme pressé contre sa peau. Vers 2 heures du matin, elle s'enveloppa dans une cape sombre et se glissa dans les couloirs des domestiques, évitant le gardien de nuit pour se rendre dans les jardins, attirée par l'ancien labyrinthe de pierre qui se dressait sur les terres de Blackwood depuis l'époque des Tudors. L'air nocturne portait le doux parfum des roses et du chèvrefeuille, les jardins transformés par le clair de lune en un paysage de rêve argenté, loin de la formalité étouffante de la salle de bal. Eleanor entra dans le labyrinthe avec une confiance née d'innombrables promenades solitaires, suivant ses sentiers sinueux jusqu'au banc de pierre en son centre, un sanctuaire caché que peu connaissaient. Elle était assise, le visage tourné vers le ciel étoilé, s'imprégnant du silence et de la solitude, lorsqu'un pas léger l'alerta de la présence d'un autre. Thomas se tenait à l'entrée de la clairière centrale, toujours dans sa tenue de laquais, bien qu'il eût enlevé la perruque poudrée et la veste de cérémonie. Son expression un mélange de surprise et d'inquiétude. « Votre grâce, j'ai vu quelqu'un entrer dans le labyrinthe et j'ai craint que ce ne soit un intrus, » expliqua-t-il.
sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je n'aurais pas dû suivre. Pardonnez-moi. » Eleanor se leva du banc, sa cape s'ouvrant pour révéler la simple chemise de nuit blanche en dessous, ses cheveux lâches autour de ses épaules d'une manière que personne, sauf sa femme de chambre, n'avait vue depuis des années. « Ne partez pas, » dit-elle, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse reconsidérer. « S'il vous plaît, Thomas. Je ne supporte pas d'être seul avec mes pensées ce soir. » Il n'hésita qu'un bref instant avant d'entrer dans la clairière éclairée par la lune, gardant une distance respectueuse malgré l'absence de tout témoin de leur inconvenance. Ils parlèrent à voix basse des événements de la soirée, Eleanor décrivant ses sentiments d'humiliation d'avoir été exposée comme une jument de prix, sa voix tremblant d'émotion réprimée. Thomas écouta, son visage reflétant de la colère en son nom, ses mains serrées à ses côtés comme s'il se retenait physiquement de la prendre dans ses bras. L'espace entre eux semblait se contracter à chaque instant qui passait, l'air chargé d'un désir tacite qui s'était accumulé au fil des semaines de conversations volées et de regards interdits. Quand Eleanor faiblit dans son discours, une larme glissant sur sa joue, malgré ses efforts pour garder son sang-froid, Thomas se déplaça sans réfléchir, comblant la distance entre eux pour essuyer l'humidité de sa peau avec des doigts doux. Le contact simple et tendre brisa quelque chose en eux deux. Eleanor tourna son visage dans sa paume, son souffle se coupant, alors que leurs yeux se rencontrèrent au clair de lune. Puis ses lèvres furent sur les siennes. Hésitantes au début, puis avec une urgence croissante, alors qu'elle répondait avec la passion d'une femme affamée de véritable connexion humaine. Ses bras entourèrent sa taille, la serrant contre lui tandis que ses mains s'emmêlaient dans ses cheveux, le baiser s'approfondissant jusqu'à ce qu'ils se séparent. À bout de souffle et stupéfaits de leur propre audace. « S'ils nous découvraient, vous perdriez tout, » dit Thomas, en s'éloignant à contre-cœur, sa voix rauque d'émotion, même si ses yeux restaient fixés sur ses lèvres. « Je n'ai rien à perdre, car rien dans ma vie ne m'appartient vraiment, » répondit Eleanor, ses doigts reposant toujours contre sa joue, son cœur battant de peur et d'exaltation face à ce franchissement irrévocable des frontières. « Ni ma maison, ni mon avenir, pas même mon corps, qui n'existe que pour produire un héritier. Au moins ceci, ce sentiment, ce moment, m'appartient à moi seul. » Elle le ramena vers elle, leur deuxième baiser plus lent, plus profond, rempli de la douce douleur de la reconnaissance entre des âmes sœurs qui s'étaient trouvées contre toute attente, sachant tous deux qu'ils s'étaient engagés sur un chemin d'où il ne pouvait y avoir de retour en toute sécurité. Le matin suivant leur rencontre au clair de lune, Eleanor entra dans la salle du petit-déjeuner avec une nouvelle légèreté dans sa démarche qu'elle peinait à dissimuler sous son comportement réservé habituel. Malgré une nuit presque sans sommeil, ses joues avaient une couleur naturelle qu'aucun phare n'avait jamais obtenue, et ses yeux possédaient une luminosité absente depuis des années. Le duc était déjà assis à table, parcourant sa correspondance en sirotant son café du matin, sa tête argentée penchée sur des lettres portant des sceaux importants. Eleanor murmura la salutation appropriée et prit sa place, gardant son regard baissé tandis qu'un laquais lui servait son thé, terrifié que son visage puisse d'une manière ou d'une autre révéler la joie secrète qui avait transformé son paysage intérieur. Le duc mit de côté ses lettres et observa sa femme avec des yeux plissés. Notant les changements subtils dans son apparence et son attitude, la façon dont ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle remuait du miel dans son thé, le sourire distrait qui apparaissait et disparaissait lorsqu'elle se croyait inobservée. « Vous semblez exceptionnellement animée ce matin, ma chère, » remarqua-t-il nonchalamment, bien que son ton portât une nuance de suspicion qui fit momentanément figer Eleanor. « Peut-être que les célébrations de votre anniversaire vous ont mieux convenu que je ne l'avais prévu. » Elle se força à croiser son regard avec une contenance exercée, des années à dissimuler ses vrais sentiments
lui servant bien en ce moment de danger. « Le bal était charmant, » répondit-elle d'un ton neutre. « Vous avez été des plus généreux avec les arrangements. » Le duc continua d'étudier son visage. Son expression indéchiffrable alors qu'il sirotait son café, le silence s'étirant inconfortablement entre eux jusqu'à l'arrivée de son valet, Simmons, un homme mince et sévère qui servait le duc depuis 20 ans avec une loyauté inébranlable. Le duc lui fit signe d'approcher, murmurant des instructions pendant qu'Éléonore feignait d'être absorbée par son petit déjeuner, bien que son appétit eût entièrement disparu. Plus tard dans la matinée, alors qu'elle écrivait des lettres dans son salon privé, Éléonore prit conscience d'un niveau d'activité inhabituel parmi les domestiques, des laquais apparaissant dans des couloirs où ils n'avaient rien à faire, des servantes s'attardant pour épousseter des surfaces qui avaient été nettoyées la veille. La sensation d'être observée piqua sa conscience, confirmée lorsqu'elle aperçut Simmons l'observant depuis la galerie, alors qu'elle se promenait dans le jardin, sa mince silhouette se retirant rapidement lorsqu'elle se tourna dans sa direction. Les soupçons du duc avaient été éveillés, bien que l'on ne sût pas ce qu'il savait ou devinait, l'incertitude elle-même devenant une forme de tourment alors qu'elle vaquait à ses activités quotidiennes. 3 jours plus tard, Thomas réussit à lui passer une note lors d'une rencontre fortuite à la bibliothèque, glissant le papier plié entre les pages du volume qu'elle examinait. Eleanor attendit d'être seule en sécurité dans ses appartements avant de le récupérer, son cœur s'emballant à la vue de son écriture, la page remplie de poésie clairement composée pour elle, parlant de clairs de lune et de joie interdite, mais ne portant aucune signature qui pourrait identifier son auteur. À son insu, cette même note avait été observée par une femme de chambre employée par Simmons, qui rapporta immédiatement l'échange à son maître. Ce soir-là, le duc convoqua Simmons dans son bureau, la pièce sombre à l'exception d'une seule lampe qui projetait de longues ombres sur les murs lambrissés de chêne. « Quelqu'un a attiré l'attention de ma femme », déclara froidement le duc, faisant glisser le poème intercepté sur son bureau. « Découvrez qui c'est. » Le papier ne contenait aucun nom, rien pour identifier sa source au-delà de l'écriture elle-même. Pourtant, le contenu était sans équivoque dans son intention romantique, ses références aux clairs de lune et aux rencontres secrètes étant des preuves accablantes d'une conduite indigne d'une duchesse. Malgré le danger croissant, Éléonore se trouva incapable de mettre fin à ses rencontres clandestines avec Thomas, leur connexion étant devenue aussi essentielle pour elle que la respiration. Ils firent preuve d'une plus grande prudence, se rencontrant moins fréquemment et dans des endroits plus isolés, mais tous deux étaient conscients de la surveillance accrue des domestiques qui apparaissaient de manière inattendue dans des couloirs auparavant déserts, de l'attention soudaine portée au mouvement d'Éléonore par un personnel qui avait auparavant maintenu une distance respectueuse de ses affaires privées. La serre abandonnée se dressait à l'extrémité la plus éloignée du domaine de Blackwood, ses vitres troubles par des années de négligence, beaucoup étant fissurées ou entièrement manquantes, permettant aux vrilles de lierre de ramper sur la structure en fer. Contrairement à la serre centrale immaculée où des spécimens exotiques étaient cultivés pour être exposés dans le manoir, cette structure oubliée avait été jugée irréparable et abandonnée à la reconquête de la nature. C'est ici, par un après-midi humide de juillet, qu'Éléonore et Thomas risquèrent de se rencontrer, la surveillance croissante rendant leur point de rendez-vous habituel trop dangereux. Éléonore avait feint un mal de tête pour échapper aux visites de l'après-midi avec les épouses des gentilshommes voisins, s'éclipsant pendant la brève fenêtre de temps où elle savait que Simmons assisterait le duc dans sa chambre. Thomas s'était porté volontaire pour défricher les ronces du potager, se frayant progressivement un chemin vers la serre lointaine où Éléonore attendait, son cœur battant à chaque minute qui passait. Quand il apparut enfin, ils s'étreignirent avec le désespoir de ceux qui savent que leur temps ensemble devient dangereusement court, la vigilance constante des dernières semaines les ayant tous deux éprouvés. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi, » dit doucement Thomas,
la tenant toujours près de lui, son visage grave d'inquiétude. Simmons interroge le personnel tous les jours, et hier je l'ai trouvé en train de fouiller mes quelques affaires dans les quartiers des domestiques. Eleanor pressa son visage contre son épaule, respirant son parfum comme pour le mémoriser. « Que devons-nous faire ?» murmura-t-elle, incapable d'imaginer retourner à l'existence vide qu'elle avait endurée avant de le connaître, mais ne voyant aucune issue qui ne mène pas au désastre. Thomas recula légèrement, prenant ses mains dans les siennes, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les panneaux de verre sales au-dessus, projetant des ombres tachetées sur leurs visages. « J'économise chaque sou depuis la mort de mon père, » révéla-t-il, sa voix gagnant en force à mesure qu'il parlait. « Avec une gestion prudente, j'ai maintenant assez pour assurer le passage en Amérique pour moi et ma famille. » Ses yeux se fixèrent dans les siens, intenses d'émotions refoulées. Il y a là-bas des opportunités bien au-delà de tout ce qui est possible ici. Un homme peut s'élever en fonction de ses capacités plutôt que de sa naissance. Eleanor sentit l'espoir et le désespoir monter simultanément dans sa poitrine. « Vous devez partir, » l'exhorta-t-elle, bien que les mots lui semblassent arracher son propre cœur de sa poitrine. « Emmenez votre mère et votre sœur en sécurité avant d'être découverts. »« Mais qu'en est-il de vous ?» demanda-t-il, ses doigts se resserrant autour des siens. « Je ne supporte pas l'idée de vous laisser à sa cruauté. » Eleanor s'était posé la même question d'innombrables fois ces derniers jours, examinant sa situation sous tous les angles comme un prisonnier évaluant les murs de sa cellule. « Je n'ai pas d'argent à moi, » admit-elle, la dure réalité de sa dépendance n'ayant jamais été aussi apparente qu'en ce moment de crise. « Le duc contrôle chaque aspect de mon existence, y compris mes finances. » Puis ses yeux s'écarquillèrent alors que l'inspiration la frappait, sa main se levant inconsciemment vers sa gorge, où le collier de diamants et de saphirs avait reposé la nuit du bal. « Les bijoux, » dit-elle avec urgence. « Prenez mon collier. Il financerait notre nouvelle vie. » Elle vit le choc s'inscrire sur le visage de Thomas, rapidement suivi par la compréhension de ce qu'elle suggérait réellement. Non seulement son évasion, mais leur évasion ensemble. « Je ne pourrais pas vous demander cela, » protesta-t-il, bien que ses yeux révélassent l'espoir désespéré que ses paroles avaient fait naître. « Vous quitteriez tout, votre position, votre famille, toute sécurité. Je gagnerais tout ce qui compte, » rétorqua Eleanor, soudainement certaine, malgré l'énormité de ce qu'ils envisageaient. « Une vie de mon propre choix, avec quelqu'un qui me valorise pour moi-même plutôt que comme une propriété. » Thomas pressa son front contre le sien, leur souffle se mêlant dans l'air humide de la serre. « Nous devrions agir vite, » dit-il, les préoccupations pratiques prenant déjà forme dans son esprit. Le duc a des relations partout. Une fois le vol découvert, les ports seront surveillés, les autorités alertées. Eleanor hocha la tête, la réalité de leur situation apportant à la fois peur et une étrange exaltation. « Alors nous serons plus rapides, » répondit-elle, se surprenant elle-même par la force de sa voix. « Dans 3 jours, le duc se rend à Londres pour des affaires parlementaires. C'est à ce moment-là que nous devons agir. » La nuit choisie pour l'échange du collier était sans lune, de lourds nuages obscurcissant les étoiles et promettant de la pluie avant le matin. Eleanor attendit bien après minuit, lorsque même les domestiques les plus diligents s'étaient retirés, et que le duc avait consommé suffisamment de brandy pour s'assurer que son sommeil profond ne serait pas troublé par ses mouvements. Avec des doigts tremblants, elle récupéra le coffret à bijoux de son tiroir doublé de velours dans sa chambre, l'ouvrant une dernière fois pour contempler les diamants et les saphirs scintillants qui représentaient à la fois sa captivité et sa liberté potentielle. Elle enveloppa soigneusement le collier dans un simple mouchoir brodé de ses initiales, la seule marque de propriété qu'elle osait laisser sur ce gage qui transformerait leur avenir, puis se glissa hors de ses appartements, vêtue seulement de sa chemise de nuit et d'un châle de laine sombre. Le couloir des domestiques était étroit et faiblement éclairé.
utilisé principalement par les servantes et les laquais, se déplaçant discrètement dans la grande maison sans déranger ses nobles occupants. Eleanor avait mémorisé les planches qui craquaient pour les éviter. Ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur les planchers de bois usés, alors qu'elle se dirigeait vers le point de rendez-vous convenu avec Thomas, une petite alcôve près de la cuisine où le linge était entreposé. Le manoir semblait retenir son souffle autour d'elle. Les portraits familiers d'ancêtres Blackwood, au visage sévère, observant sa rébellion avec une désapprobation peinte depuis les murs ombragés. Quand elle atteignit l'alcôve, Thomas s'attendait déjà, son visage tendu d'anticipation nerveuse, alors qu'il sortait de l'ombre pour la rejoindre. Le couloir était silencieux et semblait désert, mais aucun d'eux ne remarqua la petite silhouette accroupie dans l'obscurité derrière une pile de bois de chauffage plus loin dans le passage. La soubrette Sally, dont la loyauté envers Simmons avait été achetée avec des promesses d'avancement et de protection contre les fréquentes réprimandes de la cuisinière. Eleanor pressa le paquet enveloppé dans le mouchoir dans les mains de Thomas, ses doigts s'attardant contre les siens, alors que le poids des bijoux passait entre eux, une manifestation physique de l'engagement qu'ils prenaient l'un envers l'autre et du risque qu'ils prenaient ensemble. Il glissa le paquet à l'intérieur de sa chemise, près de son cœur, la précieuse cargaison qui achèterait leur avenir maintenant caché. « Dans 3 jours, retrouvez-moi à l'église du village à minuit, » murmura Thomas, sa voix à peine audible même dans le couloir silencieux. « Ma mère et ma sœur attendront avec une charrette pour nous emmener à Portsmouth. De là, nous pourrons obtenir un passage sur un navire marchand à destination de Boston. » Eleanor hocha la tête, luttant contre la peur qui menaçait de la submerger devant l'énormité de leur projet, le confort du connu, aussi oppressant soit-il, exerçant sa puissante attraction contre la liberté terrifiante d'un avenir incertain. Mais en regardant dans les yeux de Thomas, en y voyant la tendresse et la détermination, elle sentit sa résolution se renforcer une fois de plus. « J'y serai, » promit-elle doucement. « Je n'ai pas peur. » Ses mains la trahirent, tremblant visiblement malgré ses paroles courageuses, et Thomas les captura entre les siennes, les réchauffant de son contact comme il avait réchauffé son cœur de sa compréhension. Pendant un instant dangereux, ils se tinrent trop près, la tentation de s'embrasser écrasante. Mais la conscience de leur situation précaire les maintint séparés, la distance physique démentant leur destin désormais inextricablement liés. Alors que Thomas s'éclipsait vers les quartiers des domestiques et qu'Eleanor retournait sur ses pas vers sa prison opulente, aucun des deux ne se rendit compte que Sally se faufilait à travers les passages arrière, vers la petite chambre où Simmons dormait, impatiente de rapporter ce qu'elle avait vu et de réclamer sa récompense pour sa loyauté envers la juste hiérarchie du manoir de Blackwood, déclenchant ainsi des événements qui feraient s'effondrer leur plan désespéré avant même qu'il n'ait vraiment commencé. L'aube venait à peine de poindre sur le manoir de Blackwood lorsque Sally la soubrette se glissa nerveusement vers les appartements privés où Simmons maintenait ses chambres spartiates et méticuleuses. Elle avait attendu le reste de la nuit, trop craintive pour déranger le repos du valet, mais trop anxieuse pour trouver le sien, le poids de ce qu'elle avait vu rendant le sommeil impossible. Simmons répondit immédiatement à son coup timide, déjà habillé et soigné malgré l'heure matinale, son visage mince ne trahissant aucune surprise à sa présence, comme s'il s'était attendu à ce développement. La jeune fille balbutia son rapport, décrivant en détail, hésitant l'échange de minuit entre la duchesse et le marmiton, le paquet enveloppé passant entre eux, les arrangements murmurés pour se retrouver à l'église du village 3 nuits plus tard. Simmons écouta en silence, son expression inchangée à l'exception d'un resserrement autour de ses lèvres incolores. Et lorsque Sally eut terminé son récit, il pressa une seule pièce d'argent dans sa paume, la congédiant, avec l'instruction de n'en parler à personne. Le valet se déplaça à travers la maison silencieuse comme une ombre, ses pas ne faisant aucun bruit sur les tapis épais, alors qu'il s'approchait des appartements privés du duc,
entrant sans frapper comme c'était son privilège, après 2 décennies de service. Le duc, encore en robe de chambre, et rompant son jeûne habituel avec un café fort, leva les yeux avec une légère irritation face à cette interruption inattendue de sa routine matinale. « Votre grâce, commença Simmons. Sa voix basse malgré la porte fermée et le couloir vide au-delà. Je crois avoir découvert la nature de l'attachement inapproprié de sa grâce. Le duc posa sa tasse avec un soin délibéré, ses yeux s'aiguisant d'intérêt alors que Simmons relatait les observations de la soubrette, y compris l'évasion planifiée et le mystérieux paquet échangé. Lorsque le valet conclut son rapport, le duc resta silencieux pendant plusieurs instants, son visage ne trahissant rien de ses pensées, alors qu'il regardait par la fenêtre les jardins immaculés en contrebas. Un homme de moindre envergure aurait pu éclater de fureur, aurait pu convoquer sa femme immédiatement pour la confronter à sa trahison. Mais le duc de Blackwood n'avait pas maintenu sa position de pouvoir et d'influence par des actions impulsives. Au lieu de cela, il examina la situation avec la même précision calculée qu'il appliquait aux manœuvres politiques ou aux investissements financiers, pesant diverses réponses et leurs conséquences potentielles. « Le marmiton, dites-vous, remarqua-t-il finalement, sa voix dangereusement douce, comme il est prévisible que ma femme s'abaisse si bas dans son désespoir d'attention. Et ce paquet, avez-vous une idée de ce qu'il contenait? Simmons hésita brièvement. Je ne peux en être certain, votre grâce, mais étant donné le moment et le départ prévus, je soupçonne qu'il pourrait s'agir du collier de diamants et de saphirs présenté à sa grâce pour son anniversaire. L'expression du duc se durcit, le seul signe visible de sa rage étant le léger blanchiment de ses jointures, alors qu'il agrippait le bras de son fauteuil. « Plutôt que de confronter ma femme immédiatement, dit-il froidement, après une autre pause calculée, je crois que nous allons d'abord faire un exemple de son amant. Voyons à quel point ma femme reste dévouée lorsque son amant pourrira en prison pour vol. » Une lueur de satisfaction traversa son visage alors qu'il élaborait sa stratégie. Nous alerterons les constables ce matin, mais maintiendrons Eleanor dans l'ignorance totale. Laissons-la continuer sa routine quotidienne, peut-être même planifier sa grande évasion, pendant que son complice est arrêté et accusé d'un crime qui le verra transporté ou pendu. Simmons hocha la tête avec approbation, admirant comme toujours la capacité de son maître à élaborer une punition servant de multiples objectifs. J'enverrai immédiatement un mot au magistrat. Votre grâce. Le duc se leva de son fauteuil, se dirigeant vers la fenêtre pour contempler le domaine qui portait le nom de sa famille, des générations de pouvoir et de privilèges, des Blackwood incarnés dans la pierre et la terre. Lorsque le garçon sera arrêté, ajouta-t-il comme s'il considérait un détail mineur d'un menu de dîner, assurez-vous que cela se produise à la vue de tout le personnel de la maison. Je veux des témoins de sa disgrâce, et je veux que ma femme voie les conséquences de sa folie de ses propres yeux. Lorsque Simmons fut parti pour exécuter ses instructions, le duc resta à la fenêtre, son reflet dans la vitre révélant non pas la douleur d'un mari trahi, mais la fureur froide d'un homme dont la possession avait osé affirmer son indépendance. Ce que sa femme ne comprenait pas, ce qu'elle n'avait jamais saisi tout au long de leur mariage, c'est qu'il préférerait voir tout ce qu'il possédait détruit plutôt que cédé à un autre, en particulier quelque chose qui portait son nom et représentait son héritage au monde. Le matin qui allait briser les fragiles plans d'Eleanor et Thomas se leva, clair et lumineux, la lumière du soleil d'été filtrant à travers les fenêtres de la cuisine et scintillant sur les casseroles en cuivre, alors que le personnel préparait le petit déjeuner pour la maisonnée. Thomas se déplaçait parmi eux avec une nonchalance prudente, ne trahissant rien de la précieuse cargaison cachée sous les lattes du plancher de sa petite chambre, ni de l'espoir désespéré qu'il avait soutenu pendant une nuit sans sommeil. « Encore 3 jours, se rappela-t-il en hachant des légumes pour le repas du matin. Encore 3 jours jusqu'à ce que la liberté l'appelle. Jusqu'à ce qu'il puisse laisser derrière lui la hiérarchie rigide qui avait déterminé son destin depuis sa naissance.
Le claquement soudain des portes de la cuisine s'ouvrant à la volée surprit tout le monde, la conversation mourant instantanément alors que deux constables dans leurs uniformes distinctifs entraient, la boue de leurs lourdes bottes maculant le sol en pierre lavée. La cuisinière laissa tomber son rouleau à pâtisserie dans un grand bruit tandis qu'ils annonçaient leur intention, leur voix portant un poids officiel qui amena un silence immédiat. « Nous cherchons Thomas Harper, accusé du vol du collier de diamants et de saphir de sa grâce, la duchesse de Blackwood, » déclara le plus grand des constables, son regard balayant la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur Thomas, qui se tenait figé à côté de la table de préparation, le couteau toujours à la main. Le choc qui le traversa fut viscéral, son visage se vidant de toute couleur alors que la compréhension se faisait jour. Ils avaient été découverts, trahis par un observateur inconnu, leur plan désespéré s'effondrant avant même d'avoir vraiment commencé. Les constables s'avancèrent avec une détermination sinistre. Saisissant Thomas par les bras, alors même qu'il luttait pour garder son sang-froid, son esprit s'emballant pour comprendre comment cela avait pu se produire, comment il pouvait bien savoir. Le personnel se rassembla en groupe horrifié, les murmures se propageant comme une traînée de poudre dans la cuisine, alors que Thomas se retrouvait traîné vers le hall principal. « Je n'ai rien volé, je le jure », protesta-t-il. Le désespoir dans sa voix étant authentique même s'il reconnaissait la futilité de ses paroles face au pouvoir qui lui était opposé. Le collier avait en effet été pris, mais pas volé. Une distinction sans importance aux yeux de la loi lorsqu'un domestique possédait la propriété de la noblesse. L'agitation attira l'attention dans tout le manoir, et alors que Thomas était tiré dans le hall d'entrée, il vit Eleanor apparaître en haut du grand escalier, son visage un masque d'horreur alors qu'elle comprenait la scène en contrebas. Leurs yeux se croisèrent à distance, un moment de communication silencieuse qui contenait tous leurs rêves brisés et leur amour désespéré. Il la regarda tandis qu'une larme glissait sur sa joue pâle, une unique trahison de l'émotion avant qu'elle ne se détourne. Incapable de supporter d'assister à sa disgrâce, mais impuissante à l'arrêter sans se condamner avec lui. Le duc se matérialisa à côté de sa femme, sa haute silhouette imposante dans son manteau du matin parfaitement taillé, son expression ne révélant rien alors qu'il observait les fruits de sa vengeance calculée. Emmenez le voleur attendre une justice appropriée, ordonna-t-il, sa voix profonde portant sans effort jusqu'aux coins les plus reculés du hall. Qu'il soit su que les crimes contre la maison de Blackwood ne resteront pas impunis. Thomas se sentit traîné en arrière vers la porte, son dernier aperçu d'Eleanor la montrant agrippant la rampe, avec une intensité qui blanchissait ses jointures, comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Il voulait l'appeler, lui communiquer d'une manière ou d'une autre qu'elle devait se sauver, abandonner leur plan, nier toute connaissance de ses actions, mais les mots moururent dans sa gorge alors que les grandes portes se refermaient entre eux. Alors que Thomas était emmené à travers l'allée de gravier vers la charrette qui l'attendait pour le conduire chez le magistrat, il réalisa avec une clarté amère le piège parfait qui avait été tendu. Le duc avait choisi l'humiliation publique plutôt que la confrontation privée, s'assurant un maximum de témoins de la disgrâce du domestique, tout en observant attentivement la réaction de sa femme. C'était une stratégie magistrale qui maintenait la dignité du duc tout en détruisant complètement leur rêve d'évasion. Une vengeance de sang-froid qui démontrait pourquoi le nom de Blackwood avait commandé la peur et le respect pendant des générations. Les instants qui suivirent l'arrestation de Thomas passèrent dans un flou pour Eleanor, son corps se mouvant selon les schémas familiers de la contenance aristocratique tandis que son esprit vacillait d'horreur. Elle se laissa guider jusqu'à ses appartements par une Martha inquiète, maintenant une expression de légère détresse appropriée pour une duchesse témoignant d'une perturbation parmi le personnel, rien de plus. Ce n'est que lorsque la lourde porte se referma derrière elle que la façade soignée d'Eleanor s'effondra, ses jambes cédant alors qu'elle s'affaissait sur la chaise longue, son corps entier tremblant d'émotions réprimées.
La trahison, le moment choisi, la nature publique de l'arrestation. Tout portait la marque indubitable de la cruauté calculatrice de son mari. Martha se hâta de préparer une tasse de thé à la camomille avec des mains tremblantes, son propre visage pâle d'inquiétude, alors qu'elle regardait sa maîtresse arpenter la chambre comme un animal en cage, une fois qu'elle eut retrouvé la force de se lever. Les pensées d'Eleanor tournaient en cercle frénétique, cherchant une explication, une issue au piège qui s'était refermé sur eux. Le collier restait en possession de Thomas, une preuve accablante qui le condamnerait sans aucun espoir de rédemption aux yeux de la loi. Martha, à quelle vitesse les affaires de vol se déroulent-elles lorsque la noblesse est impliquée? Demanda soudainement Eleanor, sa voix à peine plus haute qu'un murmure alors qu'elle s'arrêtait devant la fenêtre. Regardant aveuglément les jardins en contrebas où elle avait rencontré Thomas pour la première fois dans ce qui semblait maintenant une autre vie. La femme de chambre hésita, clairement réticente à apporter d'autres nouvelles affligeantes. « J'ai entendu de M. Phillips que le magistrat a déjà été convoqué. Votre grâce. » Admit finalement Martha, sa voix lourde d'appréhension. « Il prévoit de le juger demain matin à la première heure. Une procédure exceptionnellement rapide, sans doute menée par l'influence du duc. » Eleanor pressa sa main contre la vitre fraîche de la fenêtre, comme pour chercher à absorber une partie de la force de sa présence solide. « Il sera pendu pour un crime qu'il n'a pas commis, » murmura-t-elle, de nouvelles larmes coulant sur ses joues alors que toute l'horreur de leur situation s'abattait sur elle. Pire encore, sa mère et sa sœur perdront leur seul moyen de subsistance. Martha s'approcha prudemment, sa loyauté envers Eleanor luttant avec sa compréhension de toute une vie de l'ordre social rigide qui gouvernait leur monde. « Si vous dites la vérité, votre grâce, vous affronterez la colère de votre mari, » avertit-elle doucement, ses yeux reflétant une véritable inquiétude pour la femme qu'elle servait depuis le mariage d'Eleanor. Le duc n'est pas connu pour sa miséricorde, même envers ceux de sa propre classe, et encore moins envers sa femme. Eleanor se détourna de la fenêtre, son expression passant du désespoir à une étrange et calme résolution, alors qu'elle considérait ses options avec une clarté nouvelle. Que lui restait-il au manoir de Blackwood? Des années de mépris froid? D'être valorisée uniquement pour les enfants qu'elle n'avait jusqu'à présent pas réussi à produire, d'exister comme un ornement pour un homme qui ne la voyait que comme une autre possession à contrôler et à exposer. Face à cela se dressait la certitude que son silence condamnerait un homme innocent à mort, un homme dont le seul crime avait été de la voir comme une personne digne d'amour et de respect, plutôt que comme la duchesse de Blackwood. Si je reste silencieuse, je condamne non seulement Thomas, mais aussi ma propre âme, dit Eleanor tranquillement, se dirigeant vers sa coiffeuse, où elle commença à retirer les épingles de ses cheveux avec un soin délibéré, comme si elle se préparait pour une occasion importante plutôt que pour la destruction potentielle de son existence sociale. J'ai vécu dans la peur de mon mari pendant 5 ans. Martha, il est peut-être temps que je découvre s'il y a des destins pires que sa désapprobation. La femme de chambre observa avec une alarme croissante Eleanor changer méthodiquement sa robe du matin pour la plus formelle de ses robes de jour, une création bleu profond qui donnait de l'autorité à sa silhouette élancée. « Votre grâce, je vous supplie de reconsidérer, » plaida Martha, reconnaissant la détermination qui avait transformé le visage de sa maîtresse, passant de son masque habituel de politesse résignée à quelque chose de bien plus redoutable. « Les conséquences, si vous intervenez, » continua la femme de chambre, pour être réduite au silence par la main levée d'Eleanor. « Il y a des prisons pires que la disgrâce, Martha, » déclara Eleanor avec une conviction tranquille, attachant ses cheveux en un arrangement simple mais élégant qui soulignait la force nouvelle de son maintien. « Et j'ai été emprisonnée assez longtemps. Le tribunal du village se dressait au centre de la ville, une solide structure en pierre datant du siècle précédent, son intérieur dominé par des panneaux de chêne sombre et des bancs usés,
où la population locale se pressait maintenant en nombre sans précédent, attirée par des rumeurs de vol, d'aristocratie et de scandale. La lumière du soleil du petit matin filtrait à travers d'étroites fenêtres, illuminant des grains de poussière qui dansaient dans l'air, alors que le magistrat Sir William Pembroke prenait sa place sur l'estrade surélevée, son expression grave sous sa perruque blanche poudrée. Thomas Harper se tenait dans le box des accusés, les poignets liés par des menottes en fer, mais son maintien restait digne malgré la nuit passée dans la cellule humide de la prison du village et les murmures hostiles qui parcouraient la foule. Il avait refusé la tenue traditionnelle des accusés en toile de sac, apparaissant à la place dans sa propre chemise et son gilet propre, son visage composé bien que pâle, alors qu'il examinait la salle d'audience bondée, son regard ne vacillant jamais, même lorsque le duc de Blackwood fit son entrée par une porte latérale, commandant immédiatement l'attention sans dire un mot. La procédure commença par les accusations formelles, le greffier lisant l'accusation d'un ton sonore qui résonnait contre les murs de pierre. Le vol d'un collier de diamants et de saphirs d'une valeur de 800 guinées, appartenant à sa grâce, la duchesse de Blackwood, un crime passible de mort ou de déportation. Lorsqu'on lui demanda comment il plaidait, Thomas parla clairement, sa voix portant jusqu'aux coins les plus reculés de la salle, alors qu'il déclarait « Non coupable, votre honneur, sans élaboration ni appel à la pitié ». Maintenant, la dignité tranquille qui avait attiré l'attention d'Eleanor de nombreuses semaines auparavant dans le jardin. Le duc prit la parole avec l'assurance facile d'un homme habitué à la déférence, racontant comment le précieux collier avait été découvert manquant, comment certaines preuves avaient été mises à jour suggérant l'implication du marmiton, son témoignage livré avec une telle réticence et une telle retenue apparente qu'il semblait plus accablant que n'importe quelle accusation passionnée n'aurait pu l'être. Lorsqu'il produisit un mouchoir brodé des initiales de la duchesse, affirmant qu'il avait été trouvé parmi les affaires de Thomas avec une carte esquissée montrant la route vers Portsmouth, la salle d'audience éclata en nouveaux murmures, l'affaire contre le jeune domestique semblant irréfutable dans ses détails et sa cohérence. Le magistrat venait de se tourner pour s'adresser directement à Thomas, lui demandant s'il avait quelque chose à dire pour sa défense, lorsque les lourdes portes en chêne à l'arrière du tribunal s'ouvrirent avec une force dramatique. Un hoquet collectif s'éleva de la foule assemblée, alors que la duchesse de Blackwood elle-même apparaissait dans l'embrasure de la porte, sa silhouette se découpant sur la lumière du matin avant qu'elle ne s'avance dans la salle d'audience silencieuse. Eleanor se déplaça avec une grâce mesurée dans l'allée centrale, sa robe bleue bruissant doucement contre le plancher de bois brut, son regard fixé droit devant elle, tandis que les murmures suivaient sa progression. Le duc se leva à moitié de son siège, son expression vacillante entre la surprise et une fureur froide, avant de se figer en un masque de contenance aristocratique qui ne parvint néanmoins pas à dissimuler l'éclat dangereux dans ses yeux. « Votre honneur », Eleanor s'adressa directement au magistrat, ignorant à la fois la présence de son mari et les murmures scandalisés des spectateurs. « J'ai quelque chose à dire concernant cette affaire. » Sa voix tremblant légèrement mais devenant plus forte à chaque mot, la détermination évidente dans sa colonne vertébrale droite et son menton levé malgré la peur qui menaçait de lui serrer la gorge entièrement. Le magistrat, clairement décontenancé par ce développement inattendu, regarda de la duchesse au duc et vice-versa, le protocole judiciaire n'offrant aucune directive claire pour cette situation sans précédent. La salle retint son souffle collectif, l'air épais de tension, alors qu'Eleanor se tenait devant la cour, sur le fil du rasoir de la décision, sachant que ses prochains mots changeraient irrévocablement non seulement le destin de Thomas, mais aussi le sien, les contraintes familières de sa vie, sur le point de voler en éclats sous le poids de la vérité qu'elle était venue dire. Le tribunal tomba dans un silence stupéfait, alors qu'Eleanor se tenait devant le magistrat, ses mains jointes fermement devant elle pour cacher leur tremblement. « Thomas Harper est innocent », déclara-t-elle,
sa voix devenant plus stable à chaque mot. Je lui ai donné le collier de mon plein gré. Il n'a pas été volé, mais librement offert. Des halètements résonnèrent dans la salle d'audience, le choc des spectateurs presque palpable, alors que cette dame aristocratique s'alignait publiquement avec un domestique de cuisine. Eleanor continua avant que quiconque ne puisse l'interrompre. Des années de soumission silencieuse, cédant la place à une clarté déterminée. Les bijoux m'ont été présentés comme un cadeau de mon mari, et en tant que tels sont devenus ma propriété, dont je pouvais disposer comme je le souhaitais. J'ai choisi de les donner à Thomas Harper, non pas en paiement de service ou sous une quelconque forme de coercition, mais comme un libre exercice de mon droit de disposer de mes biens personnels. Le duc se leva, le visage déformé par une rage à peine contrôlée, alors qu'il se dirigeait vers sa femme. « Votre grâce, » intervint le magistrat, clairement décontenancé par cette tournure inattendue des événements, ceci était plus irrégulier. Suggérez-vous que vous avez autorisé le retrait de ces précieux bijoux du manoir de Blackwood? Je ne l'ai pas simplement autorisé, Sir William, répondit Eleanor, croisant directement le regard du magistrat. Je l'ai initié. Le collier était à moi pour le donner, et je l'ai donné librement. La foule assemblée éclata en murmures et en exclamations, les villageois n'ayant jamais été témoins d'une telle division publique au sein de la noblesse, surtout pas une qui impliquait un domestique. Thomas se tenait silencieusement dans le box des accusés, son expression un mélange d'admiration et de désespoir, alors qu'il regardait Eleanor sacrifier sa réputation et sa sécurité pour sa liberté. Le duc atteignit sa femme, lui saisissant le bras avec des doigts qui laisseraient sûrement des bleus, sa voix abaissée à un sifflement furieux qui parvint néanmoins à ceux qui étaient les plus proches. Vous vous êtes donné en spectacle, ainsi que cette famille. Avez-vous complètement perdu la raison? Eleanor ne tressaillit ni à son contact, ni à sa colère. Quelque chose de nouveau et d'incassable s'étant formé en elle pendant la nuit désespérée qui avait suivi l'arrestation de Thomas. « Non, » répondit-elle, sa voix douce mais ferme, audible dans la salle d'audience silencieuse. J'ai enfin trouvé ma voie. Pendant 5 ans de mariage, j'ai été silencieuse, décorative, obéissante. Aujourd'hui, je dis la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elle resta debout, son regard ne vacillant jamais, alors qu'elle s'adressait une fois de plus au magistrat. « S'il y a un crime ici, Sir William, il m'incombe à moi, pas à cet homme. J'ai seul pris la décision de disposer de mes bijoux comme bon me semblait. Si la loi exige une punition pour cet acte, alors elle devrait tomber sur mes épaules, pas sur les siennes. » Dans toute la salle d'audience, les femmes de toutes conditions échangèrent des regards mêlés de choc et d'admiration, tandis que les hommes se déplaçaient mal à l'aise, la déclaration sans précédent de la duchesse, défiant les fondements mêmes de la propriété et du mariage qui gouvernaient leur société. Le magistrat s'éclaircit la gorge à plusieurs reprises, clairement désemparé quant à la manière de procéder dans une affaire qui était passée d'un simple vol à quelque chose de bien plus complexe et potentiellement scandaleux, impliquant non seulement la propriété aristocratique, mais aussi le mariage aristocratique et le droit d'une femme à l'autodétermination. La décision du magistrat, rendue avec un malaise évident, innocenta formellement Thomas des accusations de vol sur la base du témoignage de la duchesse, bien qu'il ajoutât de sévères avertissements sur les domestiques acceptant des cadeaux de valeur de leurs supérieurs, un compromis qui ne satisfit personne, mais permit à la procédure judiciaire de se conclure sans plus de scandale. Le visage du duc resta impassible tout du long. Seule la blancheur de ses jointures, trahissant la rage qui couvait sous son extérieur composé, alors qu'il escortait Eleanor hors du tribunal avec une poigne qui ne souffrait aucune résistance. Le trajet en calèche de retour au manoir de Blackwood se déroula dans un silence menaçant, le duc assis en face de sa femme, l'observant avec le calcul froid d'un prédateur évaluant sa proie. Eleanor sentit la peur familière monter dans sa poitrine,
mais se força à soutenir son regard avec fermeté, puisant sa force dans la certitude que ses actions, quel qu'en soit le coût pour elles-mêmes, avaient assuré la liberté de Thomas. Ce n'est que lorsque les portes de la calèche se refermèrent derrière eux dans l'enceinte privée de son bureau que le contrôle du duc se brisa enfin. « Vous m'avez humilié devant tout le comté, » gronda-t-il, arpentant la pièce comme un tigre en cage, tandis qu'Éléonore se tenait immobile devant son bureau. Des années de cultivation soignée de la réputation des Blackwood, ternie par votre démonstration hystérique de sentiments pour un marmiton. Eleanor tressaillit à son ton, mais tint bon, le courage nouveau qu'il avait porté au tribunal la soutenant encore. « Je n'ai dit que la vérité, » répondit-elle simplement. « Le collier était à moi pour le donner. » Le duc rit, un son dur entièrement dépourvu d'humour. « Votre vérité !» cracha-t-il, se tournant vers elle avec un mépris qui gravait des lignes sur ses traits aristocratiques. « Laissez-moi partager la mienne avec une égale franchise. Je ne vous ai jamais aimé, Eleanor. Je vous ai épousé pour les relations de votre famille et la perspective d'héritière robuste. Rien de plus. Vous étiez une transaction, un investissement qui n'a jusqu'à présent pas rapporté. » Son cœur aurait dû se briser à ces mots, mais Éléonore se trouva étrangement impassible, comme si elle avait toujours connu cette vérité, mais avait manqué de courage pour la reconnaître, même à elle-même. Et maintenant, vous menacez davantage cet investissement avec votre engouement ridicule. Il se rapprocha, sa voix tombant à un murmure dangereux. Votre famille est au bord de la ruine financière. Le saviez-vous? Un mot de moi à mes associés bancaires, et les entreprises restantes de votre père s'effondrent. Vos frères, sœurs, cousins, tous dépendants de la bienveillance des Blackwood que vous avez si négligemment dilapidée aujourd'hui. Eleanor pâlit à cette révélation, les implications pour sa famille la frappant avec une force physique. Mais elle ne vacilla pas. « Que voudriez-vous que je fasse » demanda-t-elle, sa voix à peine audible dans le silence oppressant du bureau. « Rétractez publiquement votre déclaration » répondit-il immédiatement. « Prétextez une hystérie temporaire, une faiblesse féminine, n'importe quelle excuse qui pourrait sauver quelque chose de notre dignité. Admettez que le garçon vous a manipulé, a joué sur vos sympathies pour obtenir les bijoux. » Eleanor ferma brièvement les yeux, pesant ses choix, bien que dans son cœur elle connût déjà sa réponse. Lorsqu'elle les rouvrit, elle fit face à son mari avec une clarté nouvelle. « Je ne mentirai pas pour protéger votre fierté, » déclara-t-elle tranquillement. « Faites de moi ce que vous voudrez. Mais Thomas doit être libéré. J'ai dit la vérité en audience publique et je ne la retirerai pas. » Le duc l'étudia avec des yeux plissés. Comme s'il la voyait vraiment pour la première fois en 5 ans de mariage, la reconnaissance de sa force inattendue n'apportant pas le respect, mais une réévaluation calculée de son approche. « Vous m'avez embarrassé publiquement, » dit-il froidement. « Il y aura des conséquences, Eleanor. Ne vous y trompez pas. Mais je ne suis pas assez sot pour créer un scandale supplémentaire en poursuivant cette affaire. Le garçon sera libéré, oui, mais il ne travaillera plus jamais dans une maison respectable en Angleterre. Quant à vous, continua-t-il en se servant une mesure de brandy avec un calme délibéré qui s'avéra en quelque sorte plus effrayant que sa rage précédente, vous vous êtes mérité une période de réflexion prolongée sur vos devoirs d'épouse et de duchesse. Peut-être qu'une réclusion dans notre domaine du Nord offrira l'occasion d'une telle contemplation. Eleanor reconnut la menace derrière ces paroles, l'isolement qu'il prévoyait comme sa punition, mais elle se surprit à puiser sa force dans l'acte même de défi qui l'avait amenée à ce point. La femme qui était entrée au tribunal ce matin-là n'était pas la même que celle qui affrontait maintenant la colère de son mari, son esprit éveillé par l'amour et fortifié par le courage de dire la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. L'heure de minuit trouva Eleanor assise à sa fenêtre, observant les ombres se déplacer dans les jardins éclairés par la lune du manoir de Blackwood, son esprit consumé par l'inquiétude pour le sort de Thomas. Le duc s'était retiré à Londres immédiatement après leur confrontation,
prétextant des affaires parlementaires, mais cherchant clairement à prendre ses distances avec le scandale qui entourait désormais sa maisonnée. Ses instructions de départ au personnel avaient effectivement placé Eleanor en résidence surveillée, les domestiques ayant pour instruction de surveiller ses mouvements et de lui refuser l'accès aux chevaux ou aux calèches, sous le prétexte de s'inquiéter de son état d'esprit délicat. Un léger coup à la porte de sa chambre tira Eleanor de sa contemplation troublée, et elle se tourna pour voir Martha se glisser tranquillement dans la pièce, son visage tendu d'une énergie nerveuse. « Votre grâce » murmura la femme de chambre, vérifiant le couloir avant de fermer solidement la porte derrière elle. « J'apporte des nouvelles de Thomas. » Eleanor se leva immédiatement, traversant la pièce à grandes enjambées. L'espoir et la peur se livrent en bataille dans son expression. « Il a été libéré comme ordonné, mais reste en danger tant qu'il se trouve à proximité des terres de Blackwood, » continua Martha, sa voix à peine audible malgré l'heure tardive et les couloirs vides. Il a trouvé refuge chez le cousin de sa mère à Millfield, hors de l'influence immédiate du duc, mais ne peut obtenir de passage pour Portsmouth sans fonds ni référence. Eleanor s'affaissa sur le bord de son lit, le soulagement de la liberté de Thomas se mêlant au désespoir face aux obstacles insurmontables qui restaient. Le collier, leur seule ressource, avait été rendu au duc, et elle-même était pratiquement prisonnière dans sa propre maison, sans aucun moyen de communiquer avec l'homme pour qui elle avait tout risqué, ni de l'aider. Ces réflexions désespérées furent interrompues par un autre coup, celui-ci plus ferme et plus autoritaire, faisant sursauter Martha d'alarme avant qu'elle ne prenne à la hâte la posture d'une femme de chambre s'occupant des tâches du soir. Quand Eleanor donna la permission d'entrer, la porte s'ouvrit pour révéler une silhouette qui surprit momentanément les deux femmes par son apparition inattendue. Lady Victoria Winthrop, la sœur veuve du duc, se tenait dans l'embrasure de la porte, sa présence imposante semblant remplir la pièce malgré sa petite taille. À 55 ans, ses cheveux autrefois auburn maintenant parsemés d'argent, elle restait une femme redoutable dont l'intelligence vive avait fait d'elle une force dans la société londonienne malgré les limites imposées à son sexe. « Martha, vous pouvez nous laisser » ordonna Lady Winthrop, son ton ne souffrant aucune discussion, bien qu'elle n'eût techniquement aucune autorité sur le personnel de Blackwood. Une fois seule avec Eleanor, Victoria ferma fermement la porte et s'approcha de sa belle-sœur avec un regard scrutateur. « Eh bien, ma chère, » commença-t-elle sans préambule, « vous avez certainement fait beaucoup de bruit. J'ai reçu 3 lettres distinctes de connaissances londoniennes avant même d'avoir fini mon chocolat du matin, toutes détaillant votre déclaration au tribunal avec des degrés de précision variables. » Eleanor se raidit, se préparant à une condamnation de cette source inattendue, pour être surprise par le léger sourire qui traversa le visage ridé de Victoria. Le courage a toujours été une denrée rare parmi les femmes qui épousent un membre de la famille Blackwood, moi y compris, continua Victoria, s'asseyant à côté d'Eleanor sur le lit, avec une familiarité qu'elle n'avait jamais partagée auparavant. Je me trouve plutôt admirablement scandalisée par vos actions. Comme Eleanor restait sans voix de surprise, Victoria lui tapota la main avec une douceur inattendue. « Moi aussi, je me suis un jour sentie attirée par quelqu'un jugé inapproprié par ma famille, » confessa-t-elle, sa voix s'adoucissant sous le poids de vieux souvenirs. Un tuteur engagé pour améliorer mon italien avant ma première saison. Contrairement à vous, je n'ai pas eu le courage de défier mon père lorsqu'il a renvoyé le jeune homme sans référence. Je me suis souvent demandé ce qu'il était devenu, et ce que serait devenue la femme que j'aurais pu être si j'avais trouvé la force que vous avez démontrée aujourd'hui. Mon frère a toujours été cruel. Eleanor, continua Victoria, son regard direct et sans faille. Même enfant, il prenait plaisir au pouvoir et au contrôle par-dessus tout. Il est peut-être temps que quelqu'un lui tienne tête, et je me trouve étonnamment heureuse que ce soit vous, la jeune épouse tranquille que tout le monde a sous-estimée. Eleanor fixa sa belle-sœur, à peine capable de croire à cette alliance inattendue.
Mais que peut-on faire? Demanda-t-elle finalement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Le duc contrôle tout, mes mouvements, mes ressources, mon avenir. Un sourire lent et déterminé se répandit sur le visage de Victoria, révélant une ressemblance familiale avec le duc qui n'avait jamais été apparente auparavant, bien que chez elle, il parla de résolution plutôt que de cruauté. « Je ne suis pas sans ressources ni relations, ma chère, » répondit-elle. « Et contrairement à mon frère, j'ai toujours cru qu'une femme méritait le droit de déterminer son propre destin, même lorsque ce destin défie les conventions. » La pluie d'été qui menaçait depuis l'aube éclata enfin, alors que la calèche d'Eleanor atteignait la crête de la colline, surplombant les terres de Blackwood pour ce qu'elle savait être la dernière fois. 3 mois s'étaient écoulés depuis sa déclaration dramatique au tribunal, des mois de manœuvres juridiques, d'enquêtes privées et de négociations délicates orchestrées par Lady Winthrop avec une efficacité redoutable. Eleanor regardait les gouttes de pluie tracer des motifs sur la vitre de la calèche, chaque kilomètre augmentant la distance entre elle et la vie, qu'il avait tenue captive pendant 5 ans. Le duc avait sous-estimé l'influence et la détermination de sa sœur, n'imaginant jamais que Victoria non seulement se poserait en championne d'Eleanor, mais qu'elle documenterait méthodiquement ses années de cruauté émotionnelle, rassemblant des témoignages de domestiques et de connaissances pour construire un dossier inattaquable. Confronté à des preuves qui pouvaient détruire non seulement sa réputation, mais potentiellement sa carrière politique, le duc avait accepté à contre-cœur une annulation pour non-consommation, une fiction pour sauver la face qui préservait sa fierté tout en accordant à Eleanor sa liberté sans le scandale d'un divorce. La calèche ralentit en approchant d'une petite auberge de campagne, où une silhouette familière attendait à l'abri d'un chêne ancien, sa haute stature immédiatement reconnaissable, malgré les simples vêtements de gentleman qui avaient remplacé sa tenue de domestique. Thomas Harper s'avança à l'ouverture de la porte de la calèche, son visage se transformant de joie à la vue d'Eleanor, bien que la bienséance l'empêchât de la prendre dans ses bras jusqu'à ce qu'il soit en sécurité à l'intérieur du véhicule et de nouveau en route sur la route détrempée. Ces dernières semaines, commença-t-il, sa voix rauque d'émotion alors qu'il s'installait côte à côte sur le siège de la calèche, j'ai craint que le duc ne trouve encore un moyen d'empêcher votre liberté. Il a essayé, admit Eleanor, en levant ses gantes pour révéler des mains libres d'alliance ou de blason ducaux. Mais votre nouvelle employeuse s'est avérée plus redoutable que même lui ne l'avait prévu. Lady Winthrop a non seulement obtenu mon annulation, mais a aussi arrangé votre poste de secrétaire et de compagnon. Un rôle qui met enfin votre éducation à profit. Thomas sourit, s'émerveillant encore du tournant inattendu que leur fortune avait pris. Qui aurait imaginé que la redoutable Lady Winthrop deviendrait notre championne, dit-il doucement, tendant la main avec hésitation pour prendre celle d'Eleanor dans la sienne, le contact encore nouveau et merveilleux malgré la profondeur du sentiment entre eux. Son domaine de campagne près de la frontière écossaise nous offrira un refuge sûr pendant que les commérages de la société suivront leur cours inévitable, répondit Eleanor, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. Avec le temps, peut-être dans 1 an ou 2, nous pourrions envisager une vie plus tranquille ailleurs, peut-être même en Amérique, comme nous en rêvions autrefois, mais pour l'instant, nous avons un travail honnête, un logement confortable et surtout notre liberté. La pluie se calma alors qu'ils voyageaient vers le nord, les premières lueurs de l'aube perçant à travers les nuages à l'horizon peignant la campagne d'une douce lumière dorée qui semblait annoncer de nouveaux commencements. Eleanor se surprit à étudier le profil de Thomas, notant comment les rides d'inquiétude qui avaient marqué son visage lors de leurs rencontres secrètes à Blackwood s'étaient estompées, remplacées par une expression de contentement tranquille qui correspondait à la paix grandissante dans son propre cœur. « Nous ne sommes ni domestiques ni duchesses maintenant, » observa Thomas, alors qu'il regardait le lever du soleil depuis la fenêtre de la calèche, sa voix remplie d'émerveillement
face à la transformation de leurs circonstances. « Non !» acquiesça doucement Éléonore, se tournant pour croiser son regard avec une sérénité nouvelle. « Nous sommes simplement deux personnes qui ont trouvé le courage de choisir leur propre destin. » Dans la douce lumière de l'aube, alors que la calèche les emportait vers un avenir que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer dans le monde rigide du manoir de Blackwood, Eleanor reposa sa tête contre l'épaule de Thomas, certaine que même si la société pourrait à jamais murmurer à propos de la duchesse qui pleura, alors qu'on traînait le marmiton en prison pour vol, puis confessa qu'elle lui avait donné ses bijoux de son plein gré, seuls eux connaîtraient toute la vérité. Qu'en perdant tout ce que le monde jugeait précieux, ils avaient gagné le seul trésor qui comptait vraiment, la liberté d'aimer et d'être aimés pour eux-mêmes, tout simplement.